Bonjour, je m'appelle Benoît Chollet et je suis l'auteur du livre Les parasites énergétiques, qui est sous-titré De la médecine chamanique à la libération spirituelle. Voilà, c'est un parcours que je vais raconter dans cette conférence, comment j'en suis arrivé à écrire ce livre, ma rencontre avec le chamanisme et puis ensuite la découverte de ces fameux parasites énergétiques, comment les chamans les voient et comment en fait nous sommes tous concernés par ce phénomène énergétique naturel. Je suis venu donc vous présenter ce livre sur les parasites énergétiques et les parasites énergétiques en général, je vais vous les présenter. Je commencerai par une courte présentation de moi-même, puisque je ne la fais pas dans le livre, mais ça vous permettra de voir comment je suis arrivé à ce thème et à l'écriture de cet ouvrage. Et sinon, juste avant, quand même, pour commencer et de façon harmonieuse cette présentation, je vous propose de vous jouer un peu de flûte. Voilà. Et comme ça, on sera bien tous ensemble.
Voilà. Alors, l'histoire, le parcours qui m'a amené à parler aujourd'hui devant vous et dans le livre des parasites énergétiques, il a commencé pour moi par un voyage en fait au Mexique. En fait, c'était un voyage où je devais rejoindre Los Angeles à Buenos Aires. Donc, je voulais descendre tout le continent américain par la route avec une amie. Et voilà, elle avait récupéré 3-4 adresses de gens qu'elle connaissait, à qui on pouvait rendre visite. Et la première de ces personnes habitait dans la Sierra Mazatec. Donc ce sont des montagnes au sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca. Et ce n'est qu'une fois arrivé sur place qu'on a découvert que en fait cette personne habitait bien là, mais c'était pas vraiment chez lui. En fait, il habitait chez un chaman dont il était l'élève depuis 3 ans. Passer l'étonnement de la situation, effectivement, et puis la rencontre avec ce chaman et ses élèves, parce qu'il en avait plusieurs. Finalement, moi, j'ai décidé de rester là, donc j'avais 5 mois d'avance sur le reste du voyage, donc je suis resté directement 5 mois avec lui. Et j'en suis ressorti assez transformé. J'ai changé mon mode de vie. Donc, auparavant, j'étais journaliste, donc déjà quand même dans l'écriture. Et là, je suis passé à un mode de vie qui me permettait de passer le plus de temps possible de l'autre côté de l'Atlantique, effectivement, pour continuer à fréquenter ce chaman et à recevoir de lui ses enseignements, cette vision du monde qui s'avérait radicalement différente de toutes celles que j'avais pu connaître dans ma vie jusque-là. J'avais 28 ans à l'époque. Voilà, et j'ai suivi donc cet homme avec qui je suis maintenant ami, toujours bien sûr, et pendant une dizaine d'années. Et puis au bout de 14 années, hein, en fait, exactement de parcours avec lui, j'ai décidé d'aller en Amazonie à la rencontre d'un chamanisme différent. Et pareil, c'est le chemin m'a amené chez des Indiens Shipibo. Et et c'est avec eux que j'ai découvert les parasites énergétiques. C'est-à-dire que j'explique chez les Mazatèques avec mon premier maître, mon premier maestro, j'explique que j'ai appris à m'asseoir en cérémonie. C'est-à-dire que les Mazatèques, dans la tradition, utilisent une plante sacrée qui est les champignons. C'est la tradition en fait de Maria Sabina, peut-être que vous avez entendu parler d'elle. Donc pour moi, de s'asseoir en cérémonie, déjà c'est accueillir effectivement la plante en soi, mais surtout reconnaître la sacralité de l'instant. C'est aussi une façon de s'aligner, d'être attentif, une forme d'hyper-attention, parce que le temps se décompose, s'accélère, se ralentit. Il y a une forme de concentration extrême à maintenir.
C'est aussi l'ouverture des visions, donc des visions chamaniques qui ouvrent, qui font qu'on peut voir l'invisible. Et puis au sein même de ces visions, d'apprendre à distinguer effectivement ce qui est illusion de ce qui est enseignement. Voilà, donc effectivement ça prend du temps parce qu'au départ on ne fait pas ces distinctions-là, tout peut se mélanger un peu, mais la présence d'un chaman expérimenté et bienveillant fait que c'est un peu comme s'il nous prenait par la main dans l'invisible en nous disant voilà, tout s'ouvre, on pourrait se perdre, mais il y a un chemin, je connais un chemin qui passe par là, et on apprend ce chemin. Voilà. Ensuite, effectivement, en arrivant en Amazonie, là, les chamans m'ont plus transmis et m'ont montré comment soigner les gens, en fait, comment eux procèdent à des soins chamaniques et des guérisons. Et c'est dans le cadre de la tradition Shipibo, principalement en opérant un nettoyage énergétique. Donc, les anthropologues ont appelé ça l'extraction chamanique. C'est identifié par les anthropologues. Quand ils parlent du chamanisme, ils reconnaissent cette technique de soin, mais peu de gens s'étaient encore intéressés à qu'est-ce qui est extrait justement dans cette extraction. Qu'est-ce que c'est ces choses invisibles que le chaman enlève du corps énergétique de la personne pour lui redonner la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle. En fait, dans la vision chamanique, tout ça passe par la santé de l'âme. Voilà. Donc, la découverte pour moi de ce fonctionnement, de ces techniques de soins, a été un étonnement. Du fait que j'en avais pas vraiment entendu clairement parler ni dans mon parcours chamanique, ni dans mes lectures jusque-là. Et la médecine active à ce moment-là les plantes à travers les esprits des plantes et puis les esprits qui accompagnent les cérémonies m'ont demandé finalement d'écrire ce livre, puisque j'étais dans ma première vie journaliste, et que j'avais potentiellement cette capacité de mettre cela en mots. Voilà, donc le livre, j'ai voulu le faire, l'écrire de manière qu'il soit lisible par tout le monde, c'est-à-dire que même en ayant peu de connaissances sur ces sujets, on puisse lire le livre. C'est pour ça que le premier chapitre est consacré plutôt à des définitions un peu de tous les mots, ce qui explique aussi comment ça fonctionne. Et ça, même par rapport aux gens qui connaissent, ça permet de voir que j'utilise tel mot dans tel sens, pour éviter vraiment les confusions, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup dans le domaine. Et le but du livre, là, c'est de reformuler finalement cette information qui, je pense, est connue en fait de l'humanité depuis des temps immémoriaux, on va dire, puisque j'estime que c'est sans doute la première médecine de l'humanité, et que en Occident, c'est une médecine qui a été oubliée, négligée, voire méprisée.
parce qu'avec la médecine matérialiste et la vision matérialiste du monde, on a relégué cela au rang de vieilles croyances plutôt que de médecine active. Alors que bon, dans les traditions chamaniques, en fait, ça s'est jamais arrêté. Ils ont continué contre vents et marées à soigner leur peuple de cette manière. Ils ont préservé ces connaissances. Et le fait de les reformuler aujourd'hui de façon simple et respectueuse, ça me paraissait vraiment important pour aussi qu'elles puissent être accueillies de nouveau dans nos sociétés. Voilà, c'est-à-dire que en y réfléchissant, je me suis dit finalement la plus grande force des parasites, c'est peut-être pas cette capacité qu'ils ont à nous parasiter, mais c'est le fait que, en plus d'être inconnus, d'être invisibles, ils sont inconnus. C'est-à-dire que on néglige finalement de s'occuper de cette santé, de cette écologie interne, de cette écologie énergétique, de notre santé énergétique, de la santé de nos âmes. Voilà. Donc, le principe du parasitisme en fait est très simple. Hein. Dans le livre, je détaille divers cas, mais pour vous là, je vais donner le cas le plus typique, c'est-à-dire autant au niveau de l'illustration du phénomène que au niveau de sa fréquence. C'est aussi le cas le plus fréquent. C'est le cas du traumatisme. Donc, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. On a tous été traumatisés à plus ou moins, avec plus ou moins de force, évidemment. Et les parasitages qui en résultent sont plus ou moins importants aussi. Donc le fonctionnement, c'est en fait, au moment même du traumatisme, pendant qu'il a lieu, on est plongé, on est submergé par un état donc qui peut être de la douleur, évidemment, de la peur, de l'incompréhension, enfin voilà, vous voyez tous les états qu'on peut traverser dans ces circonstances, de l'effroi à la douleur physique, mentale, etc. Et bon, en fait, chaque traumatisme a son propre cocktail, on va dire, de ses émotions. Et le cocktail, ce cocktail qui en résulte, finalement, va représenter une forme de nourriture pour pour ce que j'ai appelé les parasites énergétiques, qui sont donc des formes, des entités invisibles mais vivantes, des choses vivantes qui vivent donc dans l'invisible, dans le monde énergétique, et qui vont être comme attirés par l'odeur de leur plat préféré quand ils vont percevoir une personne dans un état comme ça de choc et de trauma. Ces états provoquent aussi souvent des formes de déchirures dans nos corps énergétiques qui vont laisser
fuiter ces substances dont nous sommes les producteurs, en fait, inconscients. Et les parasites vont donc venir se nourrir et entrer dans nos corps énergétiques pour s'y installer. Donc ce principe-là, effectivement, c'est un principe de tous les parasites, même ceux qu'on trouve autour de nous dans la nature. C'est leur idée de base, voilà, c'est un fonctionnement instinctif de trouver pour eux le gîte et le couvert. Voilà. C'est en fait après une fois installés qu'ils vont eux-mêmes être la source de différents problèmes. Et notamment, en fait, ils vont repasser par des temps où ils auront de nouveau faim. Et donc, ils vont essayer ensuite d'obtenir leur nourriture, qui est l'énergie que nous produisons. Ils vont essayer de l'obtenir par différents moyens, soit en essayant de nous faire revivre cet état traumatique, donc d'y repenser, de le ressasser, de le ressentir à nouveau, soit en utilisant des états nourriture, j'appelle ça des états nourriture, voilà, alternatifs qui peuvent déboucher finalement après sur toutes les formes d'addiction qu'on peut retrouver et qui vont générer donc des états qui pourront les nourrir sans être l'état du traumatisme originel. Voilà. En fait, j'ai constaté aussi que pour provoquer justement ces nouveaux états nourriture, soit l'état d'origine, soit des états alternatifs, les parasites vont nous manipuler, vont avoir des capacités à nous manipuler émotionnellement ou mentalement pour nous faire induire ces états ou nous faire pratiquer, je ne sais pas si ça se dit pratiquer nos addictions, mais pour nous faire effectivement produire ces états qui sont des nourritures pour eux. Et en écrivant le livre, j'ai fait des recherches un peu aussi sur les études scientifiques sur les parasites qu'on trouve dans la nature. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'effectivement la même chose avait été constatée par les scientifiques dans la nature, c'est-à-dire la manipulation de l'hôte par le parasite. C'est quelque chose qui est maintenant assez connu. Il y a de nombreux cas et je vais vous en citer un, c'est sans doute le plus connu, c'est Toxoplasma gondii. Donc c'est un être vivant très invisible à l'œil nu, hein, mais qui vit dans la terre ou dans le... et qui, en fait, a cette particularité de ne pouvoir se reproduire que dans le tube digestif d'un félin. Donc, en Europe, bon, les félins, ce sont les chats. Et donc, pour parvenir à son but, qui est dans ce cas-là la reproduction et pas la nourriture, le parasite va commencer par parasiter des souris, chez qui il va manipuler en leur ôtant, en faisant disparaître en eux l'instinct de peur des chats.
Donc les scientifiques ont même vu des souris qui allaient vers les chats, parce que, et c'est que c'était dû finalement à la présence de ce parasite en elles qui les poussait à aller vers leur lieu de reproduction, qui était le tube digestif des chats. Donc là, c'est vraiment un cas très parlant en termes de manipulation. Après, c'est un cas même qui entraîne la mort de l'hôte intermédiaire, qui est appelé hôte intermédiaire. Mais voilà, après, il faut savoir que dans la nature et dans le monde énergétique, les parasites n'ont pas intérêt à aller jusqu'à la mort de leur hôte, puisque à ce moment-là, ils perdent le gîte et le couvert. Donc, mais voilà, donc c'est de découvrir ces découvertes scientifiques. Pour moi, ça a confirmé finalement la justesse de l'appellation parasite énergétique, parce qu'on entend souvent parler d'entités énergétiques. Effectivement, ce sont des entités énergétiques. Je peux utiliser ce mot, mais je l'utilise moins parce qu'il est un peu plus connoté. Souvent, quand on parle d'entité, on parle de gros parasites, c'est-à-dire ou de parasites ayant vraiment une personnalité propre, ou cherchant à prendre la place de la personnalité de leur hôte, etc. Donc moi, dans la vision chamanique que j'ai rencontrée en Amazonie, en fait, on est tous parasités, alors qu'on n'a pas tous des grosses entités sur le dos. C'est-à-dire qu'on pourrait, si on faisait une analogie par exemple avec le monde animal, on pourrait dire qu'il y a des parasites qui sont de la taille d'insectes, et d'autres de petits rongeurs comme la souris, puisqu'on vient d'en parler, jusqu'à des gros mammifères, voire des éléphants. Donc il y a comme ça toute une gamme de parasites. Et la gravité du parasitage, effectivement, est en général comme ça proportionnelle à la gravité du traumatisme, dans le cas des parasites traumatiques, mais aussi de la durée du parasitage, de sa profondeur, et puis effectivement du parasite lui-même, puisque voilà, certains peuvent se contenter de très peu de nourriture, d'autres vont être très très voraces. Tous les cas en fait sont différents. Le livre contient aussi beaucoup de bonnes nouvelles, donc parce que c'est pour moi finalement une bonne nouvelle de connaître cette information, parce qu'elle permet de voir en soi quel est le travail à accomplir pour aller mieux. Et une autre bonne nouvelle, c'est aussi que quand on travaille donc avec un chaman ou un énergéticien, une personne capable de traiter ces parasites, en fait, ils vont pouvoir aussi nous mener à l'information de la raison de leur présence. C'est-à-dire, on peut retrouver le traumatisme originel qui est la cause de l'origine de leur présence. Donc ils vont pouvoir finalement nous aider dans la thérapie comme un panneau, un indicateur, en disant qui vient de là, finalement. Voilà, parce que j'ai pu constater que
bon, les chamans en Amazonie, souvent, le plus souvent, pour eux, le job, c'est de les enlever. Les enlever du corps énergétique de leurs patients. Donc ils ont pour cela tout un éventail de techniques qui peuvent être aussi bien à travers certains champs avec des plantes spécifiques comme le tabac par exemple, avec des manipulations du corps aussi, des extractions manuelles qui sont des formes de massage mais vraiment profond. Voilà, donc eux, ils sont plus sur les techniques que Rose et Gilles Gandhi, dans leur livre, ont appelé les techniques externes. Et qu'il y a aussi les techniques internes qui sont plus liées à la psychologie, même à la psychanalyse, qui sont les recherches des origines de nos traumatismes. Voilà, donc comme Gilles et Rose, je suis d'accord avec eux sur ce point, c'est-à-dire que dans certains cas, les techniques externes d'extraction suffisent. Dans d'autres cas, la technique de prise de conscience, donc les techniques psychologiques, peuvent suffire aussi. Et dans de nombreux cas, l'association des deux en fait permettra une guérison complète, c'est-à-dire là on se rapproche même du psychocorporel, puisque les parasites peuvent avoir une localisation physique dans le corps. Voilà, donc dans le livre j'explique aussi comment on peut soi-même discerner la présence de ces parasites, de certains d'entre eux en tout cas, notamment donc au travers de douleurs physiques qu'on peut avoir et qui n'ont pas d'explication scientifique précise, au travers de la manifestation des dérèglements énergétiques qu'ils provoquent, c'est-à-dire que eux-mêmes, en général, ne provoquent pas une maladie directement, c'est plus leur présence qui dérègle le fonctionnement énergétique de nos corps énergétiques, et c'est ce dérèglement qui va entraîner des dysfonctionnements physiques. On peut aussi les repérer dans l'observation de soi, c'est-à-dire dans leur influence mentale, psychologique, notamment par les pensées qui peuvent devenir répétitives, voire voilà. Obsessionnelles, les pensées justement addictives ou créatrices d'addiction. Donc, du point de vue chamanique, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de détecter effectivement la présence de parasites en nous. Voilà, j'explique aussi. Donc ça c'est des diagnostics qu'on peut s'appliquer à soi-même, on peut s'auto-diagnostiquer de certains parasites, et on peut aussi s'auto-guérir de certains d'entre eux, hein, je ne dis pas de tous. Mais notamment, j'ai un chapitre aussi sur ce que j'ai appelé les parasites relationnels, c'est-à-dire ce sont les parasites qui se nourrissent des conflits relationnels qu'on peut avoir dans nos vies avec telle ou telle personne. Et évidemment, ces parasites-là ne résistent pas, par exemple, au pardon. Voilà, ils peuvent, avec des pardons qui sont vraiment
adéquat et sincère, on peut se libérer soi-même sans avoir besoin de chaman ou de thérapeute de certains de ces parasites. Donc j'ai un chapitre entier sur le sujet aussi, où j'explique comment, avec la combinaison de trois formes de pardon, on arrive bien à cerner le parasite et à l'inviter finalement à partir. Voilà. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre sur le livre? Voilà, donc en fait, bon là la formule n'est pas de moi, c'est une personne qui l'a lu, qui m'a dit ces mots. Elle a parlé justement du fait que c'était peut-être ces parasites, c'était peut-être le chaînon manquant, en fait, qui nous manquait à nous en Occident, justement pour faire le pont entre le chamanisme et la psychologie moderne, pour faire le pont entre la médecine occidentale et les médecines traditionnelles, pour faire le pont entre l'énergétique et les religions. Finalement, au carrefour de tout ça et de l'étude du fonctionnement humain, on retrouve les parasites. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est un phénomène naturel, énergétique, et le fait de l'étudier nous permet aussi de comprendre le fonctionnement naturel global de nos corps énergétiques et de nos vies. Voilà. Je peux peut-être prendre une ou deux questions dans la salle, puisque je vois qu'il nous reste un peu de temps. Si quelqu'un... Alors, alors, ce ne sont pas des scientifiques qui corroborent mes travaux, exactement. Ce sont oui, toutes les références sont dans le livre, effectivement. Les références des études sur le sujet, mais les scientifiques n'étudient pas du tout les parasites énergétiques. Pour eux, c'est de l'invisible, ça n'existe pas. Les parasites qu'ils étudient, ce sont les parasites qu'on trouve dans la nature. Donc certains peuvent être invisibles à l'œil nu, mais avec les outils scientifiques, on peut les voir. Et donc, ils corroborent pas mes travaux, mais disons que les attributs, les modes de fonctionnement qu'ils attribuent aux parasites de la nature correspondent finalement au mode de fonctionnement que j'attribue aux parasites énergétiques. Voilà le point. Allez-y. Alors, je reprends la question pour tout le monde. Donc, j'ai dit que les parasites étaient vivants. Donc, la question, c'est que deviennent-ils quand ils sont enlevés? Je pense qu'il y a plusieurs cas. C'est-à-dire que certains meurent, tout simplement. Par exemple, dans les médecines d'Amazonie, il y a beaucoup de parasites qui sont éliminés par la purge. Et donc la purge, aussi bien par le haut que par le bas, finalement c'est une façon de matérialiser certains de ces parasites et une fois attrapés dans la matière, finalement ils seront recyclés par la terre. Voilà, alors d'autres réussissent à partir, d'autres s'en vont, notamment ceux dont je parlais tout à l'heure qui sont
dont le départ nous libère à travers les pardons, par exemple. Ceux-là, je les vois plus s'en aller. Après, il y a, certains peuvent être remis aussi à des médecines ou à des entités, des divinités. Voilà, il y a d'autres pratiques donc, que j'évoque aussi dans le livre, c'est-à-dire que, par exemple, le livre est, quand j'aborde aussi les questions du chamanisme dans le livre, je ne fais pas de tabou comme c'est souvent le cas sur les pratiques sombres des chamans, obscures on va dire. Et donc il y a des chamans qui vont envoyer ou des parasites aussi. Donc il y a des fois des patients qui demandent ça, c'est-à-dire ils demandent que quand on enlève le parasite, il soit renvoyé. Donc ça, c'est vraiment des choses à pas faire. Et voilà, après, je pourrais dire que j'ai vu aussi beaucoup de parasites à qui on demande de partir. Parfois, on peut le demander avec autorité, comme faisait le Christ, j'imagine. Moi, j'ai souvent vu plutôt qu'il répondait oui, oui, et puis qu'il partait pas, en fait. Voilà. Oui, j'ai deux questions. Vous avez parlé d'un parasite, un microbe, la toxoplasmose. Et est-ce que les plantes des Indiens d'Amazonie permettent de guérir de la toxoplasmose ou d'autres parasites? Alors, j'ai pas la réponse. C'est une question un peu d'herboristerie, finalement. Je sais pas. Après, la toxoplasmose chez l'humain, c'est pas considéré comme une maladie. Même si je crois que les scientifiques considèrent qu'il y a plus d'un tiers de l'humanité qui est porteur de ce parasite. Mais voilà, alors après, je ne peux pas répondre à cette question. Il doit exister une forme de purge, une plante effectivement qui résout cette chose, mais je ne sais pas même chez les chats comment ils sont traités en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres plantes qui sont utilisées dans quel... Ah, alors, disons qu'il y a plusieurs familles de plantes dans le chamanisme. Il y a les plantes sacrées, qui sont les plantes donc qui nous permettent d'entrer dans des états de conscience élargis, de voir l'invisible, comme je disais, ou de dialoguer avec les esprits. Donc ça, ce sont les plantes sacrées. Il y en a, on en trouve dans toutes les traditions chamaniques qui sont à base de plantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des traditions à base de tambours et d'autres traditions à base de plantes. Mais après, les spécificités, c'est que, en fait, on trouve les plantes locales. Chez les Mazatecs, c'était dans des montagnes mexicaines où poussent les champignons en grand nombre, et il y avait ce champignon-là qui avait été trouvé par les chamans. En Amazonie, c'est ce breuvage qui s'appelle l'ayahuasca, qui est un mélange de plusieurs plantes, au moins deux. Et selon les régions en Amazonie, le point commun, ça reste la liane qui s'appelle ayahuasca, mais la deuxième plante peut changer de région en région par rapport au fait qu'ils utilisent une plante qui pousse localement.
Voilà. Ensuite, après, il y a les questions d'herboristerie, de végétalistes. Donc là, c'est les plantes qu'on connaît ici en herboristerie, de médecine, mais qui sont spécifiques à chaque région aussi. Et puis après, dans le chamanisme Shipibo notamment, il y a ce qu'on appelle les plantes maîtresses. Donc c'est une troisième catégorie encore. Et ce sont des plantes que l'on diète. C'est-à-dire, pour diéter une plante, en fait, il y a un parcours d'isolement en forêt. Avec une nourriture réduite, une abstinence totale de tout un tas de produits et de relations aussi humaines dans cette forme d'isolement. Et là, on prend des plantes, soit sous forme de tisane, soit sous forme de sève, de feuilles, de racines, d'écorce, selon la plante en fait. Et pour des périodes de 15 jours à des fois un an ou plus. Et là, en fait, on devient, la plante devient un de nos alliés. Et elle va pouvoir aider les chamans qui l'ont diété dans les soins qu'il va donner par la suite. Voilà, ça c'est la troisième sorte de plante. Alors, les parasites dont je parle comment dire, on en est quand même protégé naturellement. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas des parasites tout le temps, partout où on va. En fait, il y a, comme je vous disais, il y a un état nourriture qui les fait venir. Il y a une raison, une faille en nous, quelque chose qui fait que qui vont être intéressés par nous. Après, voilà, il n'y a pas, il peut y avoir des formes de parasitage qui passent dans le relationnel, mais moi je les vois plus finalement comme des parasites qui se mettent sur la relation. Et après, ça dépasse effectivement même les relations humaines, c'est-à-dire que il peut y avoir des parasites qui se mettent sur notre relation avec la nature, sur notre relation avec le sacré, sur notre relation au vivant, au monde, qu'on va pouvoir aussi nettoyer et pacifier en fait, en pacifiant nos relations. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de 3 prières associées pour lutter contre les parasites énergétiques. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Est-ce que c'est praticable par tout le monde? Est-ce que c'est des prières... Alors, c'était les 3 pardons. Donc, effectivement, je peux le détailler. C'est le pardon qu'on demande quand on reconnaît ses torts et ou ses faiblesses. Et c'est le pardon qu'on accorde, même s'il n'est pas demandé. Et le troisième, c'est le pardon qu'on s'accorde. Et pour celui-là, je propose une formule que j'ai pas inventée, hein, mais que j'ai éprouvée et qui fonctionne à merveille. C'est de rajouter. Je vais vous donner la formulation. En fait, c'est je me pardonne d'avoir cru que. Et là, on met la chose en question. Et c'est un pardon qui est très puissant parce que en fait, en le formulant même, il place
la chose qu'on se pardonne sur le plan des croyances. Et du coup, ça lâche beaucoup plus facilement en lui disant qu'il n'était qu'une croyance, en fait. Voilà. Ou que c'était à cause d'une croyance qu'on avait fait telle action. Voilà. Est-ce que les parasites, en fait, si on en suit quelques-uns, est-ce que c'est une manière aussi d'évoluer? Alors, est-ce que, pardon, Est-ce que des parasites que l'on vit, en fait, on arrive à disparaître, quand on prend quelque chose, est-ce que c'est une forme d'évolution? Ah ben oui, bien sûr, parce que donc est-ce que la question pour tout le monde c'est est-ce que les parasites peuvent être un facteur d'évolution? Donc la réponse est bien et oui, c'est-à-dire que déjà il y a il y a tout le parcours qui va nous amener à nous libérer. Donc tout ce parcours-là est enseignant. Ensuite, il y a la révélation de l'origine du parasitage qui est enseignante sur notre propre vie ou même celle de nos ancêtres dans le cas de parasites qui se seraient transmis dans l'arbre généalogique. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui viennent du fait de traiter ces parasites. Donc ces enseignements sont des évolutions. Et puis après, il y a effectivement le fait que une fois traité, le traitement en fait provoque une libération, puisqu'on est libéré de cette présence dans nos corps énergétiques. Donc là, effectivement, c'est plus qu'une évolution, c'est une forme de renaissance, même, on pourrait dire, quand il s'agit de gros parasites. Mais même les petits peuvent être embêtants quand même au quotidien. Donc nos corps énergétiques changent du fait que le parasite disparaît. Donc là, c'est une évolution. Donc je réponds oui à votre question. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, moi je suis là toute la journée et même demain. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à venir me parler. Je vais passer du temps sur le stand de la librairie Chrysalide. Donc là, je pourrais dédicacer aussi les livres et répondre encore à d'autres questions. Voilà, merci beaucoup.